je vais vous faire un petit slot un peu particulier. C'est dans le monde merveilleux du cloud. Parce que moi, ça fait. Je suis. Attends, je vais même pas y arriver en fait. Voilà, je suis président et cofondateur de la société Whiskel. On est spécialisé dans le cloud. Et donc, du coup, ça fait quelques années en fait que mon métier, c'est aussi d'aller voir les clients pour leur dire pourquoi il faut aller vers le cloud. Donc, c'est merveilleux le cloud. Et je me dis, en fait, on fait beaucoup on met beaucoup en avant des arguments pour le pourquoi aller vers le cloud. Et en fait, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu différent cette fois-ci, puisque je vais essayer de prendre les arguments que j'ai l'habitude de mettre en avant pour les mettre en face d'une autre réalité. Parce que dans un conte ou dans une légende, il y a toujours des obstacles et tout n'est pas parfait. Donc voilà, c'est un peu il était une fois le cloud. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire de comment Amazon s'est lancé dans la création du cloud. C'est pas vraiment mon sujet. Mais il y a un peu de magie, on le voit à travers le livre. Et donc on va commencer à regarder un petit peu les arguments. La première chose qu'on voit dans ce pays merveilleux, c'est en fait qu'on a accès à un environnement qui est infini. Un environnement qui est infini, ça veut dire que concrètement, on peut se dire qu'on a une puissance de calcul, une puissance de stockage et une puissance de réseau qui va être complètement infinie. Alors, par exemple, pour quelques chiffres, on a Amazon qui a 10 fois la capacité de tous ses concurrents. On a Microsoft qui, selon le Gartner, en est à 2 fois seulement la capacité de ses concurrents. Mais derrière, on a Google qui investit quand même 30 milliards de dollars sur la création de son cloud. Donc tout le monde n'a pas ces moyens-là. Ça représente concrètement pour Amazon aujourd'hui 44 availability zones, ce qui veut dire 44 data centers. Chez Google, j'ai pas les chiffres, j'ai les chiffres aussi pour Azure. Chez Google, on a 35 data centers qui sont répartis sur 12 régions. Ils sont en train d'en construire 3 nouvelles pour 2018. Amazon continue à en construire. D'ailleurs, on devrait bientôt avoir l'annonce de l'ouverture d'Amazon en France. Chez Azure, ils ont une logique un peu différente. C'est une région égale un data center. Et donc, ils ont 36 régions dans le monde. Donc, on a effectivement une capacité qui est quand même bien au-delà. Juste pour mémoire, OVH, ça représente 25 data centers en comparaison. En fait, la réalité, c'est que ce n'est pas vraiment infini. On a un hébergement qui est partagé, donc mutualisé. Du coup, on n'est pas les seuls à utiliser Amazon ou Google. Il y a plein de gens qui utilisent Amazon et Google tous les jours. Donc, pour ceux qui les utilisent, vous savez très bien qu'il arrive de tomber sur une erreur qui est très sympathique, c'est le Insufficient Instance Capacity. En gros, on n'a plus d'instance de ce type à vous donner. Donc c'est très bien, mais si votre infra repose là-dessus, en fait, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas grandir. On a aussi, ça peut arriver par exemple quand un autre client va lancer un énorme batch et va réserver tout un tas d'instances sur le cloud. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand même, ce sont des professionnels et ils savent très bien gérer un capacity planning, ils sont capables de réagir assez rapidement et donc les situations ne restent pas bloquées très longtemps. Malgré tout, en fait, ce sont des choses qui arrivent. Et par exemple, une Insufficient Instance Capacity, si on a un auto-scaling group qui arrive et qu'on a cette erreur-là en plein pic de charge, notre infrastructure, elle ne va pas grandir comme elle est prévue. On a aussi une limite de temps, puisque dans le cloud, en fait, les instances, il faut être capable de les couper, parce que régulièrement, notamment chez Amazon, on a des maintenances planifiées, ce qui veut dire qu'en gros, on ne peut pas faire tourner une instance plus de 6 mois chez Amazon sans avoir une maintenance planifiée. La maintenance planifiée, ça veut dire concrètement qu'on est obligé de détruire la machine et de la reconstruire ailleurs. Donc ça, voilà, c'est un petit peu juste le premier argument, qui est cette capacité infrastructure globale. Un autre argument, c'est la capacité à innover. Le cloud, c'est magique parce qu'on arrive à innover. On a des environnements où on n'a pas besoin d'investissement lourd, puisqu'en fait, on est seulement sur payer ce qu'on va utiliser. On n'a pas d'engagement ou d'amortissement long. C'est pas besoin pour un POC d'aller acheter 15 serveurs, de les racker, de les préparer, de les amortir sur 3 ans. En l'occurrence, on peut juste lancer des instances et profiter de ces instances as a service. Et puis en fait, on peut aussi bénéficier des services qui sont au goût du jour pour le big data, le réseau, le machine learning, les services d'ordre IoT ou voice, des choses qui sont
directement disponible pour le cloud provider et que en fait, si on le fait sur une infrastructure on-prem, on va avoir beaucoup de mal à le construire. Donc c'est quand même un espace formidable pour innover, c'est la vérité. Malheureusement, de temps en temps, l'innovation, ça se passe mal. On veut aller trop vite, on construit trop vite, on ne prend pas le temps de réfléchir exactement à ce qu'on veut faire. Tout le monde se souviendra de l'ouverture du site France.fr, qui est resté up pendant quelques minutes avant de tomber pendant quelques heures. Ça a aussi été le cas sur le site, le service de jeux en ligne qui s'appelle Pokémon Go, qui a été ouvert aux États-Unis. À l'ouverture aux États-Unis, en fait, ils ont eu une indisponibilité de 6 heures parce qu'ils n'avaient pas bien dimensionné leur infrastructure, parce qu'ils n'avaient pas prévu la charge qu'ils allaient avoir. Et pourtant, ils étaient dans le cloud. En prime, quand on fait de l'innovation comme ça et qu'on veut aller très vite, souvent on va prendre tous les services de l'opérateur. Et on ne se pose jamais la question de la réversibilité. Or, il y a un jour où en fait notre POC il a marché, on est passé en prod, et là on veut aller plus loin, peut-être s'ouvrir à un autre mode d'hébergement ou s'ouvrir à un autre cloud provider. Et on est tellement pieds et mains liés au vendor lock-in qu'en fait on n'arrive pas à faire les choses. Donc attention à construire vite, oui, mais construire bien et prendre tout de même le temps de faire des scénarios de validation de charge, toujours utiliser de l'autoscaling et surtout ne jamais construire à la main dans le cloud. Quand on construit à la main, et ça arrive très rapidement parce que quand on fait un POC, en fait, on clique, on a notre machine et on commence à la construire, on est incapable de la reconstruire derrière. Le cloud, c'est aussi un environnement magique parce qu'en fait, on a une sécurité qui est disponible à volonté. On a des infrastructures de confiance. Les fournisseurs respectent les normes ISO 27001, PCI DSS, la norme IPA pour la santé, les certifications SOC qui sont aussi des certifications de sécurité d'infrastructure importantes. Grosso modo, quand on parle d'une infrastructure cloud qui est gérée donc par un hébergeur cloud, on sait que par exemple quand un disque dur est déprovisionné, il va être systématiquement détruit. On sait exactement que n'importe qui ne peut pas avoir accès au data center. On a une infrastructure qui est parfaitement sécurisée. Alors après, ce qu'il y a, c'est qu'on construit de l'infrastructure au-dessus de ça. Et souvent, et ça je le vois tout le temps en fait, la première chose qu'on fait quand on se lance dans un projet de développement dans le cloud, c'est monter son Jenkins. Monter son Jenkins, qu'est-ce qu'on fait? Pas de mot de passe, une ouverture sur Internet et des droits pour créer des machines. Donc on a un Jenkins qui est un puits béant pour lancer tout un tas d'autres instances qui est ouvert à n'importe qui sur Internet. La première chose qu'on doit faire, c'est faire attention à sécuriser justement les accès à ces VPC. On a aussi le fameux cas des fuites d'Access API Key. Donc c'est simple en fait, on met ses credentials dans les dépôts de source. Et en fait ces dépôts de source, on les met sur GitHub par exemple. Et alors, il faut savoir qu'en fait les hackers ils nous ont pas attendus, ils connaissent très bien les ranges d'adresse IP des cloud providers, ils vont les regarder régulièrement, ils vont trouver les failles, et si on a des credentials qui sont mis sur un GitHub comme ça, dans les 10 minutes vous allez trouver une cinquantaine d'instances de plus haut volume qui vont tourner à travers le monde pour aller trouver du Bitcoin par exemple. Et ça va vous coûter très cher, très vite. On a le cas de la mauvaise gestion des droits évidemment. On a une responsabilité partagée sur le cloud. Ça veut dire qu'ils sont responsables de vous fournir une infrastructure de sécurité. À vous de construire la sécurité au-dessus de ça. Et vous avez tous les outils pour le faire. La journalisation, le chiffrement, l'utilisation de MFA, donc de Multi-Factor Authentication. Et surtout, ne jamais utiliser un compte root sur le cloud. On utilise toujours des rôles qui sont créés, prévus à cet effet, de façon à avoir un périmètre et une surface d'attaque qui soit la plus fine possible. Évidemment, le cloud, c'est pas cher. On fait des économies puisque de toute façon, on ne paye que ce qu'on consomme. Souvent, on se trouve face à des infrastructures qui sont prévues pour le pic de charge annuel qui est énorme et qui, le reste de l'année, ne foutent rien, mais sont quand même à amortir et on les a quand même payés. La promesse avec un cloud, c'est justement de ne pouvoir avoir que les instances qu'on va utiliser réellement à un instant T. Donc, foncièrement, on va faire des économies. On a d'ailleurs les providers qui vont nous fournir tout un tas d'outils pour le vérifier, typiquement les TCO, qui sont des outils qui nous permettent de comparer en fait le coût d'une infrastructure dans le cloud versus le coût d'une infrastructure on-prem.
où on se rend compte qu'on fait des économies. On fait toujours des économies, parce qu'ils comptent évidemment l'allocation des racks, l'énergie, les personnes qui font tourner l'infrastructure. Mais en fait, on passe sur un modèle OPEX. Ça veut dire que concrètement, on va payer à l'usage. Et souvent, l'usage, c'est très bien, mais en fait, on laisse tourner les machines. On utilise du réseau interzone. En fait, quand on est dans le cloud, on paye tout. On paye les instances, on paye le réseau et le stockage. Le réseau, n'allez pas croire que c'est parce que vous restez dans le cloud que vous ne payez pas le réseau. Si vous payez par exemple, si vous faites du réseau entre différentes zones dans une même région, vous allez payer de la bande passante. Donc on trouve souvent des patterns, des mauvais patterns d'utilisation où finalement il y a du réseau dans tous les sens. On a un coût qui explose sur le réseau, on a des coûts qui explosent évidemment sur les instances parce qu'elles sont mal dimensionnées et aussi parce qu'elles continuent à tourner en permanence alors qu'elles ne servent à rien. Typiquement, une plateforme de développement, elle peut très bien être coupée la nuit et relancée le matin. Donc quelques règles qui sont à garder en tête, c'est comme quand on se lave les dents, on le fait plusieurs fois par jour et on le fait tous les jours. Regardez l'évolution de ses coûts et faire attention à la santé financière de ses comptes AWS ou cloud en général, c'est essentiel. Donc pour ça, on va taguer les ressources pour savoir quel projet utilise quoi. On va couper en permanence nos infrastructures quand elles ne sont pas utilisées. On va prendre des services gérés, par exemple sur la base de données, parce que on n'a pas de coût de réplication réseau qu'on va payer sur une base de données qui se réplique, alors que si on la monte nous-mêmes sur une infrastructure, en fait on paye le coût de réplication, donc on paye double. On va utiliser des outils aussi éventuellement pour faire des dashboards de suivi comme Cloud Health ou ICE, qui est un projet open source qui permet d'avoir un dashboard qui vous suit concrètement l'évolution de vos coûts. On pense aussi éventuellement à faire de l'export, parce que chaque fournisseur propose des exports en fait intégrales de tous les coûts, et après on va pouvoir les analyser pour peu qu'ils soient bien tagués. Une solution qui a été fournie, poussée par Netflix, c'est le Janitor Monkey. C'est un petit robot qui va se connecter régulièrement sur vos instances pour voir si elles travaillent ou pas, et au bout d'un laps de temps défini, qui va juste les tuer, de façon à éviter qu'une infrastructure continue à tourner pour rien. Et surtout, il faut éduquer les équipes pour qu'elles comprennent qu'on ne laisse pas des instances tourner pour rien. Le cloud, c'est aussi quelque chose de super parce qu'on a cette infrastructure qui est globale avec des services qui sont totalement résilients. On peut avoir la garantie d'une QoS énorme avec des SLA qui sont au-delà des 99.9. Donc finalement, si je fais quelque chose dans le cloud, en fait, je suis sûr que ça va tenir. J'ai des backups, j'ai des stockages distribués, j'ai tous les outils pour faire quelque chose de formidable. Et en plus, je peux même avoir du PaaS ou du serverless qui me permet de ne faire que du code et le reste va tourner. Alors, en fait, la réalité, c'est que de temps en temps, ça marche pas très bien. D'abord, on peut faire de la mauvaise conception, donc ne pas bénéficier d'un autoscaling group, par exemple. On peut aussi avoir des instances de base de données qui sont mal dimensionnées, qui deviennent des goulets d'étranglement, et le site s'écroule parce que la base de données ne tient pas. On n'a pas prévu de CDN qu'on met en face de notre site, et du coup, on se prend une charge qui est beaucoup trop élevée par rapport à ce qu'on a prévu. Et puis, en fait, de temps en temps, le cloud, même si c'est des gens qui font ça très bien, le cloud, de temps en temps, ça tombe. Rappelez-vous, OVH Gate, il n'y a pas si longtemps que ça, on a OVH qui est tombé à Roubaix de façon sympathique due à une coupure de courant. Mais c'est pas seulement le fait pour OVH, ça arrive. On a eu Amazon S3 qui a eu un problème en Virginie du Nord en avril 2017. En fait, le résultat, c'est que la région Virginie du Nord est tombée. Et à ce moment-là, aux États-Unis, la moitié d'Internet était malade. En septembre 2015, toujours en Virginie du Nord, on a eu un problème avec DynamoDB. Et même cause, même effet, encore un Internet malade. C'est aussi arrivé chez Azure. Récemment, en septembre 2017, quelqu'un a joué avec les extincteurs. Du coup, le data center s'est mis en alerte incendie, a coupé les aérations, a balancé des fumigènes pour éteindre les feux. Et bon, il n'y avait pas de feu, mais malheureusement, du coup, les machines ont surchauffé et tout s'est arrêté. Et résultat, en Europe, beaucoup moins d'Azure. C'est arrivé aussi chez Google. Donc en fait, voilà, ça arrive. Les infrastructures, elles tombent, c'est vrai, ça arrive. L'avantage qu'on a dans le cloud, c'est qu'on peut tout automatiser, reconstruire et faire de l'infrastructure immutable. Et du coup, on va pouvoir construire en pensant à l'échec.
Et c'est ça l'essentiel, c'est de construire en pensant à l'échec. Comment Netflix a continué à tourner quand Amazon est tombé? Netflix, ils ont mis en place ce qu'on appelle la Simian Army, donc c'est une armée de singes. En fait, ils ont plusieurs singes qui vont tourner sur leur infrastructure, qui va s'amuser à reproduire le chaos. Donc il y a un singe qui va aller tuer des instances régulièrement, il y a un singe qui va aller couper des data centers complets aussi. Et en se confrontant à ces problèmes-là systématiquement, bah, en fait, ils y répondent, et du coup, quand une région tombe, ils continuent à tourner. Donc il faut penser multi-zone, multi-région, voire multi-cloud. Alors, un truc que j'aime bien, ça vous l'avez celui-là? Vous l'avez pas? Je sais pas, si. Le cloud, c'est simple. Ça, c'est simplet. En fait, n'importe qui peut faire du cloud. On a, en quelques minutes, on a une carte bleue, en 3 clics, on a une instance. Ensuite, les fournisseurs vous donnent des how-to, des tutoriels géniaux qui vous permettent vraiment en 1 heure, 1 heure et demie, vous avez votre application qui tourne en marque blanche, vous êtes les rois du monde. Et c'est formidable. Et en plus, on peut automatiser facilement, donc le cloud, bah, c'est magique, quoi. Malheureusement, en fait, je ne sais pas trop par où commencer là. En fait, on peut parler de la gestion des comptes. Par exemple, est-ce que vous mettez toutes vos applications dans un seul compte? Est-ce que vous faites une séparation des comptes? Est-ce que vous avez pensé à mutualiser vos règles de sécurité entre les comptes? Si vous mettez toutes vos règles de sécurité dans un seul compte, bah, foncièrement, vous allez avoir un empilement de règles de sécurité qui fera que vos règles de sécurité deviendront complètement immatenables. On a de l'infra as code. L'infra as code, c'est formidable. Moi, j'ai déjà vu dans des équipes des gens qui faisaient de l'infra as code en shell script en appelant de la CLI AWS pour ne pas les citer. En fait, le truc, c'est que c'est du code et on crée du legacy très très vite. Il faut appliquer les règles de bonne pratique de développement à l'infrastructure. Il faut toujours reconstruire pour être sûr qu'on est capable de construire en permanence. Il faut adopter une pratique test-driven de façon à ce que en fait, on ait un feedback complet, systématique sur l'évolution de notre infrastructure. Faire du refactoring en continu parce qu'en fait, même l'infrastructure elle évolue et du coup il faut la faire évoluer aussi en repensant les usages et les patterns de code qu'on va construire. Et surtout centraliser les usages. Régulièrement, on voit des équipes qui font la même chose dans des dépôts séparés et avec des résultats. Le résultat, c'est qu'on est obligé de maintenir trois façons différentes de monter un Jenkins. Ça n'a aucun sens. Alors, heureusement, il suffit d'appliquer ces bonnes pratiques-là et on va réussir. Donc, pour résumer, dans le cloud, surtout, d'abord, ne rien faire à la main. On automatise systématiquement. On garde toujours un suivi actif de nos coûts et on met des règles de bonne pratique à l'intérieur. On va sécuriser les accès. On va penser à utiliser des rôles plutôt et des comptes de service plutôt que d'utiliser des comptes utilisateurs. On va toujours penser multi-zone, multi-région, multi-cloud. On s'arme d'une armée de singes tout le temps. On crée le chaos nous-mêmes et on investit dans la formation parce qu'en fait le cloud c'est une technologie qui est en rupture et qui nécessite une vraie éducation et un vrai accompagnement au sein des équipes. Se lancer dans le cloud sans accompagnement, sans prendre le temps de le faire bien et de bien réfléchir à ce qu'on fait et de se former, en fait, c'est une garantie d'échec. Maintenant, si vous appliquez toutes ces bonnes pratiques, en fait, vous allez devenir les rois Arthur du cloud et réussir sans aucun problème. Je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Bonjour. Je refais juste une question. En fait, c'est concernant les différents acteurs qui sont sur le marché. Généralement, ils proposent au fait des solutions propriétaires, donc qui lient d'une manière ou d'une autre au fait le client ou qui les forcent au fait à utiliser leur API pour pouvoir en fait scaler dans leur environnement. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions en fait pour remédier à cela ou faut forcément... Donc la question est sur le vendor lock-in chez les providers cloud et l'utilisation d'API propriétaires. En fait,
D'abord, il existe des outils qui permettent de taper sur différentes API de différents cloud providers. Typiquement, Terraform pour l'infrastructure as code est un très bon outil pour ça, parce qu'on a un langage commun qui va taper sur des API différentes. Donc on va gérer des ressources un peu différentes, mais malgré tout, on va avoir le même langage, le même outil pour aller taper sur différents providers. Ensuite, sur les services qui sont proposés par les providers, en fait, il y en a qu'on va retrouver dans tous les providers. Un load balancer, des autoscaling groups, du DNS, des bases de données managées. Ces choses-là se retrouvent partout et souvent sur des solutions qui sont en plus open source. Typiquement, pour la base de données, un MySQL managé, ça se retrouve partout. Après, il y a des solutions propriétaires. Typiquement, dans le cas de Netflix, ils n'utilisent pas DynamoDB d'AWS, mais ils ont monté leur propre cluster Cassandra au-dessus d'instances EC2 de façon à régler ce problème-là. Ils n'ont pas d'adhérence. Donc en fait, on a toujours un curseur à avoir entre le mode de réversibilité qu'on va avoir, c'est-à-dire le temps qu'on est prêt à investir pour faire de la réversibilité, et l'outil qu'on va utiliser. Aujourd'hui, une bonne façon d'adresser le problème, c'est de déployer ces applications dans Kubernetes, parce que maintenant on a AWS, Google et Azure depuis quelques mois aussi, qui font du Kubernetes managé. Et en plus, l'avantage, c'est que on va pouvoir déployer du Kubernetes en interne sur des infrastructures on-prem. Et on utilisera plutôt du coup des services managés pour les bases de données sur des bases de données open source. Voilà. Il y a d'autres questions? Bonjour, merci Bonjour. pour la présentation. J'avais juste une question au sujet des armées de singes. Ouais. Je connaissais pas trop cette notion. Et en fait, est-ce que c'est proposé par chaque cloud provider ou est-ce que c'est à l'entreprise de développer son propre, Netflix a sa propre armée développé de singes un projet open source qui s'appelle Simian Army, qui fournit un janitor monkey qui s'occupe justement d'aller tuer des instances qui ne tournent pour rien, un chaos monkey qui s'occupe d'aller tuer des instances en production de temps en temps au hasard, un gorilla monkey, celui-là, attention quoi, qui lui va juste couper un data center complet, et un latency monkey qui lui va simuler des pannes réseau. Et donc ça, c'est des outils qui sont déjà prêts à l'emploi, développés par Netflix et qu'on peut appliquer à peu près n'importe où. C'est open source et C'est accessible. open source, ouais. C'est sur GitHub. Merci. Une dernière question? C'est tout. Merci beaucoup.